Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du cabinet HDV, présenté aujourd'hui par mes soins sur un thème un peu particulier qui est l'aide à l'embauche pour l'employeur. Et vous verrez finalement, on va aborder les aides à l'embauche, mais également les aides à l'emploi, puisque certaines aides peuvent se retrouver soit lorsqu'on est sur la phase de recrutement, soit finalement lorsque l'on est tout au long de la relation contractuelle dans des situations particulières. Du coup, je me présente, donc Thomas Fajol, je suis au sein du cabinet HDV depuis mars 2021 et j'interviens effectivement principalement dans droit du travail et également pas mal en droit de la sécurité sociale. Donc, du coup, pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà. Notre webinaire. Le webinaire, du coup, va être finalement structuré de manière assez pédagogique pour vous présenter dans un premier temps les différentes aides que l'on peut trouver. Alors, on ne va pas être exhaustif, on ne va pas venir expliquer toutes finalement les aides que l'on peut avoir dans l'aide à l'embauche et l'aide à l'emploi, puisque sinon, on en aurait bien plus que pour 45 minutes. Mais finalement, on a essayé de cibler le cœur de l'actualité avec une première partie sur les aides à l'embauche des jeunes, alors alternants, apprentissage, contrat de professionnalisation, qui sont au cœur de l'actualité dans la mesure où on a donc une partie de ces aides qui ont été créées dans le cadre effectivement de la lutte contre les effets néfastes finalement de la pandémie Covid-19, auquel malheureusement nous sommes encore confrontés, et une partie des aides qui ont été entre guillemets améliorées toujours dans cette optique-là. Après, comme vous pouvez le voir effectivement, on va aborder successivement des différentes aides. Alors, soit concernant un public particulier, qui peuvent être par exemple les demandeurs d'emploi ou les travailleurs en situation de handicap, soit non plus sur un public particulier, mais sur une zone géographique particulière, alors qui impliquera finalement un public précis qui est au sein de cette zone géographique particulière. Et enfin, une dernière explication que volontairement, on a intitulé procédure commune à l'obtention des différentes aides, c'est la notion de rescrit aide à l'emploi, où effectivement, on abordera une procédure qui peut être mise en œuvre pour l'intégralité des aides que l'on va successivement voir et qui va permettre effectivement à un employeur d'interroger l'administration et de savoir s'il peut, au vu d'une situation, bénéficier de telle ou telle aide. Du coup, première partie, effectivement, qui intégrera deux sous-parties, ce sont nos aides liées finalement à la lutte contre les effets effectivement sur l'économie de la Covid-19, qui a vu le gouvernement finalement instaurer deux types d'aides. La première aide, c'est l'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants. L'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants qui a effectivement été instaurée très rapidement après le premier confinement, puisque finalement, cette aide a trouvé à s'appliquer à partir du 1er juillet 2020. Et puis, successivement, on a eu des prorogations par le gouvernement, différents décrets qui sont intervenus, de telle manière que nous avons un dernier décret qui est en date effectivement du 10 novembre 2021, qui a prorogé le bénéfice de cette aide jusqu'au 30 juin 2022. Raison pour laquelle, effectivement, on va analyser cette aide-là, qui est une aide nouvelle, qui est vraiment nouvelle depuis effectivement le 1er juillet 2020, mais qui n'existait pas dans le panel des aides à l'emploi et des aides à l'embauche telles qu'on pouvait en connaître d'autres, et qui a vraiment été créée uniquement dans l'optique de lutter effectivement contre les difficultés liées à la Covid-19 et plus particulièrement certains secteurs qui effectivement ont été plus fortement touchés et qui, de manière habituelle, peuvent avoir recours au contrat d'apprentissage, au contrat de professionnalisation. Cette aide, elle est effectivement principalement à destination des employeurs de droit privé. Comme vous pouvez le voir, des employeurs de droit privé qui vont pouvoir conclure soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Et cette aide-là est ouverte à tous les employeurs de droit privé, peu importe finalement l'effectif des salariés présents au sein de cette entreprise. On a une simple particularité, c'est que vous avez les critères qui sont un peu plus restrictifs pour les entreprises de moins de 250 salariés, alors que pour les entreprises de moins de 250 salariés, effectivement, vous n'avez pas de conditions supplémentaires.
Cette condition supplémentaire, pour les entreprises effectivement de plus de 250 salariés, c'est qu'elles doivent s'engager à atteindre au sein finalement de leurs effectifs un certain quota d'alternants. Et c'est une condition sine qua non, et vous verrez effectivement que si cette condition n'est pas remplie, en tout état de cause n'est pas respectée, on pourra avoir en termes de sanctions des sanctions qui pourraient être particulièrement importantes pour ces entreprises-là. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, pas de conditions particulières, si ce n'est qu'effectivement, elles doivent être en capacité de pouvoir signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. La précision, comme vous pouvez le voir, c'est que l'on parle d'employeurs de droit privé qui peuvent intégrer du coup les établissements publics à caractère industriel et commercial qui peuvent être amenés effectivement à signer des contrats de travail de droit privé. Alors que les employeurs du secteur public non industriel et commercial, on pense notamment aux collectivités territoriales ou aux établissements publics à caractère administratif, ne peuvent pas bénéficier de cette aide-là. Et là, pour le coup, ils sont clairement exclus et vous verrez également qu'ils sont exclus finalement de pas mal de dispositifs d'aide à l'emploi et d'aide à l'embauche. En plus de voir effectivement finalement les employeurs qui sont concernés, les décrets de mise en œuvre sont venus déterminer quel était le public qui était destiné effectivement et qui était susceptible de pouvoir venir finalement permettre à un employeur de bénéficier d'une telle aide et quel était le type de diplôme. Alors, le public, on distingue deux cas, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Et à chaque fois, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une aide à l'embauche qui est finalement destinée à un jeune public, à des jeunes salariés, d'où le fait qu'effectivement, on a des critères d'âge qui rentrent en œuvre, mais qui sont des critères d'âge que l'on retrouve usuellement lorsqu'on signe un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Contrat de professionnalisation, le jeune, tout simplement, doit avoir moins de 30 ans, pas de critères particuliers, pas de dérogation particulière, c'est assez simple. Contrat d'apprentissage, là, c'est différent puisque finalement, on va avoir la règle de base qui est le fait que le jeune doit avoir au moins 16 ans, au maximum 29 ans, et après, on va avoir les exceptions. On va avoir l'exception particulière de la personne qui aura plus de 35 ans, qui aura déjà été en apprentissage, mais finalement, soit dont le contrat d'apprentissage aura été rompu pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté, comme une situation d'inaptitude, ou alors la personne de plus de 35 ans qui a déjà eu un apprentissage et qui souhaite finalement accéder à un niveau de diplôme supérieur. Dans ce cadre-là, effectivement, c'est une personne qui est éligible au contrat d'apprentissage. Autre exception, alors là qui n'évoque aucune limite d'âge, lorsque l'on souhaite signer effectivement un contrat d'apprentissage avec un travailleur en situation de handicap ou un créateur, repreneur d'entreprise. Dans ce cadre-là, on n'a effectivement aucune contrainte par rapport à l'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Sur les diplômes, alors vous en avez la liste, effectivement. Là également, on a une différence entre les entreprises qui présentent moins de 250 salariés et celles qui présentent au moins 250 salariés en fonction du type de diplôme. Mais finalement, on retrouve sur des niveaux qui sont assez classiques avec la prise en compte, effectivement, par exemple, du CQP qui, va concerner tout type d'entreprise. Lorsque l'on est sur les entreprises de moins de 250 salariés, il faut viser une certification qui est équivalente au moins à Bac+2 ou à une licence, ce qui permet effectivement de restreindre les diplômes finalement qui peuvent être utilisés pour recourir à ce type d'aide-là. Cette aide, et vous verrez finalement, elle a des critères qui sont donc clairement définis et on a après des modalités de versement. Alors des modalités générales et des modalités particulières qui sont peu ou prou celles que l'on verra tout à l'heure pour l'aide unique à l'embauche d'apprentis. Les modalités générales, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a effectivement une prorogation de ce dispositif jusqu'au 30 juin 2022, ce qui veut dire que pour pouvoir bénéficier d'une telle aide, il faut effectivement avoir conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation jusqu'au 30 juin 2022, date limite effectivement à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y aura un décret qui prorogera
après le 30 juin 2022 si la situation sanitaire continue, mais en tout état de cause, en l'état du droit actuel, on s'en arrête au 30 juin 2022, qui est donc bien la date de conclusion du contrat et sa prise d'effet, et non pas la date de fin de ce contrat. Les montants, donc les montants sont des montants que l'on a harmonisés du côté du gouvernement par rapport à l'aide unique à l'emploi. Effectivement, on a pour déterminer le montant maximum, à chaque fois on parle de montant maximum, on regarde finalement l'âge de l'alternant. L'âge de l'alternant qui a moins de 18 ans, on aura 5 000 euros, et qui a plus de 18 ans, on aura 8 000 euros. À chaque fois, on est sur effectivement des maximums qui sont à prendre en compte. L'aide peut aller jusqu'à ce montant-là. Après, on a effectivement, selon les critères d'obtention, des montants qui pourront varier. Les démarches d'obtention, alors les démarches d'obtention sont finalement assez simples, puisque pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, l'employeur n'a qu'une formalité à remplir, qui est de déposer le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation auprès de l'OPCO dont il dépend dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. Et ça, c'est effectivement le délai maximum, premier critère, qui est un critère finalement simple. Critère simple, et surtout qu'après, tout est informatisé, puisque l'OPCO va directement adresser les informations à l'agence de services de paiement, que l'on connaît bien ces dernières années, qui, elle, par la suite, va être l'organisme qui va verser effectivement l'aide au mois le mois, qui va verser l'aide au mois le mois, et ce, avant le paiement de la rémunération par l'employeur, pour vraiment servir d'une réelle aide pour l'entreprise, dans le but effectivement de payer finalement la rémunération de son apprenti ou de son salarié en contrat de professionnalisation. Deux modalités lorsque l'on a cette aide, effectivement, sur la fin du versement. Classiquement, lorsqu'on a une rupture du contrat, que ce soit une rupture du contrat de manière anticipée ou qui arrive à son terme, c'est à compter du mois qui suit la fin du contrat. Également, alors c'était une fin de versement, mais peut-être plus une suspension finalement du versement. Lorsque vous avez le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation qui est suspendu, et donc pendant ce temps-là, le salarié n'est pas rémunéré par l'employeur, dans ce cadre-là, effectivement, pendant ces mois-là, l'aide est suspendue. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va s'arrêter définitivement, puisque si finalement le contrat revient à ne plus être suspendu, l'aide reviendra effectivement et refonctionnera, sera de nouveau versée par l'agence de services de paiement, selon des modalités cette fois-ci pratiques, qui sont des modalités pratiques qui vont différer entre si l'on face à un contrat d'apprentissage ou face à un contrat de professionnalisation. Là, effectivement, lorsque l'on est face à un contrat d'apprentissage, l'aide, elle est assez automatique puisqu'elle va être versée par rapport aux données qui sont mentionnées dans la DSN. Et donc, a fortiori, dès que la DSN est régularisée, alors par l'employeur ou par son expert comptable, effectivement, pour chacun de ses apprentis, l'aide est automatique. Par contre, si la DSN n'est pas régularisée, et à tout du moins, et qu'il n'y a pas de données par rapport aux apprentis concernés par l'éventuelle aide, dans ce cadre-là, il y a une suspension de l'aide qui est effectuée. Pour le contrat d'apprentissage, on n'a pas le recours à la DSN, mais on a par contre une obligation. C'est la seule obligation effectivement que l'employeur va avoir, c'est transmettre à l'ASP le bulletin de salaire du salarié sous contrat de professionnalisation. Et au mois le mois, effectivement, il va devoir faire cette transmission-là pour pouvoir continuer à bénéficier de l'aide, dans la mesure où, à partir du moment où il n'y a pas de transmission, c'est comme pour le contrat d'apprentissage, la suspension de l'aide est automatique à compter du mois suivant, finalement, le manquement qui est opéré par l'employeur. Cette aide-là, donc on le voit, c'est une aide qui a été instaurée finalement vraiment dans cette optique de lutter contre les effets néfastes sur l'économie de la Covid-19. Et donc, en fait, les textes sont directement prévus qu'elles ne pouvaient pas se cumuler avec d'autres aides qui émanent de l'État. On peut avoir un cumul par rapport effectivement à des aides qui pourraient émaner par exemple de la région, ou par rapport à des aides qui émaneraient de la GFIP lorsque vous avez un salarié qui est en situation de handicap. Mais en tout état de cause, par rapport à des aides qui seraient purement étatiques, on n'a absolument pas de cumul possible qui a été instauré par les textes.
Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez effectivement des conditions de mise en place de cette aide et de bénéfice de cette aide qui sont un peu particulières concernant les employeurs des entreprises de plus de 250 salariés. On a l'obligation pour ces entreprises-là d'instaurer effectivement au sein de leurs effectifs un certain quota d'alternants. Et cette obligation-là fait bien évidemment l'objet d'un contrôle, fait l'objet d'un contrôle par l'organisme de versement, qui est donc l'ASP, et pour les contrats qui vont être signés, donc qui ont pu être signés à partir du 1er janvier 2022 et qui seront signés jusqu'au 30 juin 2022, l'appréciation, par exemple, de ce quota-là, elle va être effectuée au 31 décembre 2023. Vous avez des quotas qui ont été déterminés précisément par décret et l'ASP contrôlera a posteriori, donc après le 31 décembre 2023, si ces quotas-là ont bien été respectés par ces entreprises-là. Si elles ont été respectées, pas de difficulté. Si ces quotas n'ont pas été respectés, la sanction est particulièrement forte puisque c'est la récupération de la totalité des aides versées au titre de l'aide. Se posera après le débat de savoir effectivement sur les modalités de versement finalement de cette indue-là. Mais en tout état de cause, ça peut engendrer des indus particulièrement conséquents, puisque on n'est non pas sur une aide, mais on aura effectivement l'aide fois tant d'apprentis ou tant d'alternants qui ont pu être concernés par ce manquement. Et donc, du coup, voilà, vigilance pour les entreprises de plus de 250 salariés qui seraient effectivement susceptibles de pouvoir bénéficier de cette aide-là. Il faudra bien respecter. On l'a vu effectivement lorsqu'il y a eu en 2020 la politique qui a été mise en place effectivement par rapport à l'activité partielle. Les contrôles ont été opérés quelques temps après. Et à chaque fois, effectivement, lorsqu'il y a eu des sanctions, on en a eu à chaque fois la récupération des aides effectivement qui ont été versées dans la totalité. Là, nul doute que, alors au jour d'aujourd'hui, après le 31 décembre 2023, on verra ce qui va se passer dans l'avenir et si, en fonction des nouveaux textes qui pourraient apparaître par rapport à la continuité ou pas finalement de la situation de crise sanitaire. Mais en tout état de cause, il est clair qu'après le 31 décembre 2023, les contrôles seront accrus parce que le montant des aides qui peuvent être allouées peut particulièrement des fois être important. Donc voilà, vigilance à ce terrain, sur ce terrain-là. Une fois passée effectivement cette première aide, vous avez la corollaire qui est l'aide unique à l'embauche d'apprenti. Cette aide unique à l'embauche d'apprenti, c'est également une aide qui a été non pas mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre plutôt la Covid-19, mais finalement qui a été remodelée dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qui a été remodelé finalement? C'est le montant de l'aide pour justement faire en sorte que lorsque vous avez un employeur qui va signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, finalement, peu importe la taille de ses effectifs, l'idée qui a été posée par le gouvernement, c'est qu'ils puissent bénéficier du même montant d'aide, qu'ils soient dans une situation ou dans une autre. Là, rapidement, sur les employeurs éligibles, on voit exactement le même panel que tout à l'heure, avec, par contre, la simple particularité, c'est que cette aide-là est réservée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés. Les entreprises de plus de 250 salariés ne sont pas éligibles à cette aide-là. Là, il n'y a pas de débat. Sur le public, exactement la même chose que tout à l'heure. C'est exactement les mêmes publics par rapport au contrat d'apprentissage, avec la même différenciation par rapport effectivement à la limite d'âge et aux deux exceptions évoquées tout à l'heure. Cette fois-ci, vous avez une aide alors qui est spécifique puisqu'elle va viser au niveau du diplôme un cœur de cible un peu plus restreint puisque ça sera uniquement pour les apprentis qui préparent finalement un diplôme qui a une finalité au moins équivalent au bac lorsque l'on est en métropole et au bac +2 lorsqu'on est en outre-mer. Mais effectivement, on voit qu'on va moins loin que pour la précédente aide, uniquement dans cette optique d'avoir finalement la logique d'avoir un employeur de plus petite taille, en tout état de cause moins de 250 salariés, et donc qui va effectivement pouvoir former
des apprentis qui notamment, on pense au milieu alimentaire, pourront préparer des diplômes qui sont effectivement inférieurs au bac et qui sont peut-être un peu plus techniques et qui, du coup, se rencontreraient moins dans les entreprises de plus de 250 salariés. Les modalités de versement, alors là, pour le coup, effectivement, pas de particularité. On voit que ce sont les mêmes montants que l'aide précédente. C'est vraiment dans cette optique d'harmoniser finalement les aides qui peuvent être allouées. Mais là, pour le coup, l'effort a été fait par le gouvernement sur la première aide. Sur la première année, pardon. C'est vraiment la première année. Après, pour la seconde, troisième, voire quatrième année, en fonction, alors c'est un peu plus rare, on revient sur les conditions de droit commun où vous n'avez aucune majoration. La vraie majoration, le réel intérêt de cette aide, c'est la première année où on a effectivement une aide qui est beaucoup plus importante. Les autres modalités, pour le coup, je ne les aborde pas. C'est exactement celles qui sont prévues pour l'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants, où là, clairement, on a les mêmes problématiques sur les dates de versement, sur la fin de versement, sur les modalités de contrôle, sur les démarches d'obtention effectivement de cette aide au fur et à mesure, la suspension, etc. Donc voilà, retenez ces deux types d'aides qui, pour l'instant, sont valables jusqu'au 30 juin 2022. S'agissant effectivement de l'aide unique, c'est la majoration de la première année qui est valable jusqu'au 30 juin 2022, puisque passé le 30 juin 2022, si on n'a pas de nouveaux textes qui viennent proroger les dispositifs applicables, effectivement, l'aide unique reprendra finalement ses contours préexistants à la pandémie du Covid-19. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on a encore le temps. On n'est que le 23 février 2022, effectivement. Il y a encore 4 mois pour pouvoir bénéficier de ce type d'aide-là et effectivement aller recruter un public jeune qui est en cours finalement de formation. Après avoir abordé ce premier, un peu plus en détail, effectivement, ce premier type d'aide, qui sont vraiment des aides qui sont en lien avec le contexte actuel, on va alors plus rapidement, puisque là, pour le coup, sinon, on viendrait effectivement à aborder longuement des aides qui existent depuis très longtemps, mais on va aborder des situations un peu particulières qui sont les aides alors, à l'emploi, et on va le voir effectivement peut-être même plus à l'embauche des demandeurs d'emploi, et puis après les situations également particulières des salariés qui sont en situation de handicap. Ces aides-là, ces deux types d'aides, ces deux familles d'aides finalement, sont des aides qui préexistaient et qui n'ont pas été revues par rapport effectivement à la pandémie actuelle et qui viennent notamment sur les aides qui sont par rapport aux personnes en situation de handicap, parfois pouvoir aller en complément aux deux aides précédentes. Lorsque l'on évoque la problématique des demandeurs d'emploi, en fait, on s'aperçoit que les aides à l'embauche telles qu'elles sont édictées sont des aides qui vont être des aides destinées à la formation. Des aides qui vont être destinées à la formation et à chaque fois, l'interlocuteur de l'entreprise, ça va être Pôle emploi. Pôle emploi qui effectivement va être l'organisme de financement de ces aides-là et qui sont vraiment des aides qui vont avoir pour but de pouvoir justement offrir à un salarié, plutôt une personne qui est demandeur d'emploi ou un salarié d'insertion, en contrat d'insertion, effectivement, la possibilité de répondre favorablement à une offre d'emploi présentée par une entreprise. Et vous voyez, on a principalement dans ce cadre-là deux types d'aides. La première aide, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, plus connue sous le nom de POE. Et la deuxième, c'est l'action de formation préalable au recrutement, la FPR. Ces aides-là ont des modalités qui sont assez communes et finalement, la finalité, c'est vraiment de pouvoir à la fois aider une entreprise qui est en difficulté de recrutement dans des secteurs qui, des fois, effectivement, souffrent sur cette problématique du recrutement et surtout de pouvoir offrir à un demandeur d'emploi à la fois une formation finalement qualifiante, puisque une aide va le former totalement à un poste de travail, l'autre va lui permettre de combler finalement quelques lacunes sur son poste de travail. Donc, lui proposer cette formation-là, mais lui proposer surtout derrière un emploi qui a pour but effectivement d'être périn. Alors, on verra la différence entre les deux types d'aides.
La première, c'est donc la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Cette aide-là, premier critère, effectivement, l'employeur, il doit avoir déposé une offre auprès de Pôle emploi. Et la particularité, c'est qu'il doit finalement être dans un secteur qui a des difficultés de recrutement. Ça, c'est le premier critère. Et effectivement, après, il est apprécié discrétionnairement par Pôle emploi, mais on arrive avec le temps à en déterminer certains. Difficulté de recrutement. Et la deuxième obligation que l'employeur a, c'est qu'il s'engage à embaucher le demandeur d'emploi. Il s'engage à l'embaucher et il va, en plus de s'engager à l'embaucher, il va s'engager à conclure un contrat de travail particulier, soit un CDI, donc là effectivement périn, soit un CDD d'au moins 12 mois. Donc, on voit qu'on a un contrat, même si c'est un contrat temps précaire, qui a une durée qui est d'une année à minima, donc une continuité dans le temps, et également le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation de cette même durée d'au moins 12 mois. Première, effectivement, volonté, quand on a cette aide-là, c'est de proposer, en plus donc, de la formation, un réel maintien dans l'emploi lorsque l'on est en CDI, mais au moins une présence dans un emploi assez longue, d'au moins 12 mois, en espérant effectivement qu'après, il y ait une transformation en CDI. Cette aide-là, elle va s'adresser, alors on a listé, je ne reprendrai pas puisque c'est beaucoup plus en détail, mais à un public un peu plus large effectivement que l'aide de formation préalable au recrutement, puisqu'on va des demandeurs d'emploi inscrits, qu'ils soient indemnisés ou non, à effectivement tout un tas de salariés que l'on va retrouver en insertion. Lorsque vous avez pu avoir effectivement des contrats initiative emploi, des contrats d'accompagnement dans l'emploi, tous ces types d'aides, de contrats que l'on connaît, qui sont des contrats effectivement qui se destinent à ce même public. Voilà, c'est ce type d'aide à la formation. D'aide à la formation avec, alors, la précision que cette formation-là, elle peut être soit finalement effectuée en interne, donc au sein même de l'entreprise, avec un tuteur référent dans l'entreprise, soit par un organisme extérieur. Et on verra tout à l'heure que l'aide de formation préalable au recrutement, c'est la même chose, effectivement. On a toujours la possibilité d'avoir recours à une aide, à une formation qui soit dispensée en interne comme en externe. Et également, là, par rapport effectivement à cette aide-là, c'est le montant. Le montant, il est variable en fonction finalement du coût de la formation. Et quand on entend le coût de la formation, c'est la durée de la formation. Plus la formation effectivement va être longue, plus le coût va être élevé. La seule limite que l'on a, c'est une limite de 400 heures de formation qui seront financées par le cadre de la POE, mais c'est un maximum à atteindre effectivement, et sachant que après on a des démarches finalement qui vont être effectuées auprès de Pôle emploi, qui est vraiment le seul interlocuteur de l'entreprise à ce niveau-là, et qui, Pôle emploi, comme on l'a vu tout à l'heure, l'ASP, aura effectivement également toute l'attitude de contrôle par rapport effectivement à la véracité de la formation, puisqu'il ne suffit pas effectivement d'énoncer qu'il va y avoir, et on pense notamment en formation à l'interne à l'entreprise, qu'il va y avoir une formation. Il faut que cette formation soit effectivement effective pour que l'aide soit allouée, mais soit surtout maintenue en cas de contrôle, et ces contrôles-là se feront par intermédiaire de Pôle emploi. Deuxième aide, effectivement, qui est destinée aux demandeurs d'emploi, qui est toujours une aide de formation, et là d'ailleurs son nom l'indique, on le voit dans le nom de l'aide, c'est l'action de formation préalable au recrutement. Alors, cette action-là, elle s'inscrit effectivement dans le cadre d'un demandeur d'emploi pour lequel il manque une partie des compétences pour pouvoir effectivement répondre favorablement à une offre d'emploi qui a été déposée auprès de Pôle emploi par une entreprise. Là, on n'a pas de critères par rapport effectivement à la notion de secteur qui rencontrerait des difficultés de recrutement. On a simplement une offre d'emploi qui est déposée, et l'employeur, sa seule obligation, c'est effectivement de s'engager à embaucher le demandeur d'emploi après la formation. Là, par contre, comme vous pouvez le voir, les conditions sont beaucoup plus souples finalement que la précédente aide, puisque l'engagement de l'employeur, c'est à minima un CDD de 6 à 12 mois,
un contrat de professionnalisation de moins de 12 mois ou effectivement une période intérim de 6 mois au cours des 9 mois suivant la formation. Donc, on s'aperçoit finalement que là, on est sur un public beaucoup plus restreint et effectivement des contrats qui sont beaucoup plus restreints, pas question de CDI par exemple. Donc, le maintien à l'emploi tel qu'on peut le retrouver dans la PEE est un peu moins présent dans ce type d'aide-là. Également, on voit que le public est beaucoup moins large que pour la PEE parce que cette aide-là, l'action de formation préalable au recrutement, ne va s'adresser qu'aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, qu'ils soient indemnisés ou pas, mais que ce type-là, tous les contrats d'insertion que l'on a pu voir tout à l'heure ne sont pas concernés par cette aide-là. Sur, après, les modalités effectivement de financement, le montant de l'aide, les modalités de dispense de la formation, là par contre, on a un copier-coller de la PEE, tant sur le plafond de 400 heures de formation que sur la possibilité effectivement d'avoir une formation qui est effectuée en interne ou en externe par un organisme extérieur. Donc là, effectivement, on revient sur un terrain que l'on connaît et que l'on a effectivement calqué sur la PEE. Sur les aides à l'emploi et les aides à l'embauche, on a effectivement cette particularité que l'on peut donc avoir en face de nous des jeunes, on peut avoir des demandeurs d'emploi, mais ces personnes-là peuvent avoir en plus, à leur détriment malheureusement, une situation de handicap, ce qui va permettre à une entreprise effectivement qui va se destiner à recruter une personne qui peut être effectivement en situation de handicap, de pouvoir bénéficier d'autres types d'aides qui sont les aides à l'embauche de travailleurs en situation de handicap, à l'embauche et à l'emploi, puisqu'effectivement, on a des aides qui vont être allouées, et on va le voir, également pour maintenir un salarié en situation de handicap dans son emploi, et donc, a fortiori, un salarié qui a déjà été engagé. Les aides, effectivement, pour à destination finalement des entreprises qui vont embaucher ou employer en tout état de cause un travailleur en situation de handicap, on est bien sur les employeurs du secteur privé qui sont soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et la précision, c'est que ces aides-là ne sont pas automatiques. On a vu sur les premières aides liées à la lutte contre les effets effectivement de la COVID-19 par rapport notamment aux alternants, qu'il y avait une certaine automaticité à partir du moment où on remplissait finalement des conditions d'attribution. Là, pour les aides qui sont destinées effectivement à prendre en compte une situation de handicap d'un salarié, il n'y a aucune automaticité et au contraire, il y a un contrôle qui est fait en amont, au moment de la demande. Au moment de la demande, effectivement, et vous avez une entreprise qui va devoir monter un réel dossier, apporter effectivement la preuve, notamment de coûts, voire de surcoûts d'un aménagement de poste lié à une situation de handicap d'un salarié. Et tous ces éléments-là, tous ces dossiers-là, avec des fois, pour certaines aides, comme je vais m'en expliquer dans 2 minutes, la problématique, effectivement, de devoir travailler en concertation avec la médecine du travail, toutes ces aides-là, effectivement, sont faites et sont examinées par la GEFIP, qui aura son mot à dire et qui, effectivement, attribuera ou non le bénéfice de telle ou telle aide au profit d'une entreprise qui emploie un salarié, effectivement, en situation de handicap. Alors, là encore, je ne vais pas venir dans le détail de tous les types d'aides, puisqu'il y en a beaucoup. Simplement, quelques aides, 3 aides principalement qui peuvent être finalement mises en œuvre. La première, c'est l'aide à l'emploi des travailleurs handicapés. Cette aide à l'emploi-là, effectivement, son objectif principal, ça va être de compenser les surcoûts importants liés à l'adaptation d'un poste de travail pour un salarié qui est en situation de handicap. Cette aide, elle ne sera perçue qu'après l'aménagement optimal du poste de travail. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un financement en tant que tel, mais on est finalement sur une problématique de remboursement des frais qui ont été avancés par l'employeur. Et ça a pour but, clairement, d'éviter tout contournement de l'aide et finalement, le cas d'une entreprise qui bénéficierait de cette aide-là, mais qui n'aménagerait pas après le poste de travail.
On a la vérification, effectivement, que l'aménagement du poste de travail a été optimal et à posteriori justificatif des frais qui ont été engagés par l'entreprise et qui en sera après remboursé en tout ou partie en fonction du dossier qui est monté auprès de la GFI. Deuxième type d'aide, c'est l'aide à l'accueil, l'intégration et l'évolution professionnelle d'une personne effectivement en situation de handicap. Là, on le voit bien, on est sur une aide qui est à la fois une aide à l'embauche, l'aide à l'accueil, mais une aide également à l'emploi, l'intégration, l'évolution professionnelle, où effectivement, on va avoir pour objectif de permettre par cette aide à un salarié en situation de handicap de pouvoir effectivement évoluer au sein de l'entreprise et de pouvoir avoir, grâce aux bénéfices de cette aide-là, et donc a fortiori à l'adaptation de son poste de travail, une évolution professionnelle qui soit meilleure. Alors que, dernier type d'aide que l'on peut rencontrer, l'aide à la recherche de solutions pour le maintien de l'emploi. Là, on n'est pas dans l'optique de faire évoluer le salarié, mais on est vraiment dans l'optique de maintenir un salarié qui est en situation de handicap dans son emploi tel qu'il est à l'heure actuelle. Et là, c'est dans cette optique-là où finalement l'employeur il va travailler de concertation avec la médecine du travail et c'est le médecin du travail qui finalement va donner son feu vert à la possibilité de bénéficier de cette aide-là et qui va valider l'aménagement de poste de ce salarié et finalement qui va valider les solutions qui pourront être effectivement utilisées pour maintenir un salarié déjà engagé dans son emploi. Donc là, on n'est non pas sur une aide à l'embauche, mais on est plus sur une aide à l'emploi dont pourra bénéficier effectivement un employeur par rapport à un salarié en situation de handicap qui, par une évolution de son handicap ou finalement une modification du contexte professionnel de l'entreprise qui impacterait le travail de ces salariés particuliers, justement, aurait besoin de mettre en œuvre des frais pour pouvoir maintenir ce salarié dans son emploi. Après avoir vu finalement que les aides à l'emploi, les aides à l'embauche, pouvaient être consacrées à des salariés particuliers, on a eu également, depuis de nombreuses années, l'existence d'aides qui ont été mises en œuvre, non pas pour viser un public particulier, mais cette fois-ci pour viser une zone géographique particulière, qui va donc nécessairement viser un public particulier, mais qui sera un public qui demeurera dans cette zone géographique particulière. Et les textes viennent dire que ces zones géographiques sont des zones géographiques en difficulté. On en connaît effectivement certaines qui sont soit au niveau effectivement des zones urbaines, et vous avez deux principales zones qui sont concernées, les zones franches urbaines ou les zones de redynamisation urbaine, où là, on va avoir effectivement des secteurs géographiques précis dans le monde urbain où on a des difficultés qui vont être rencontrées par rapport généralement effectivement à des quartiers qui auront un taux de chômage plus élevé que d'autres, qui auront accès à moins d'infrastructures et ces zones-là vont avoir été déterminées et finalement les entreprises dépendantes de ces zones-là pourront bénéficier de certaines aides. Vous avez le corollaire entre le monde de la ville et le monde de la campagne. Avec le monde de la campagne, ce sont les zones de revitalisation rurale, les ZRR, où effectivement, dans la même optique, toujours dans l'idée de lutter contre le chômage, on a eu des dispositifs d'aide à l'embauche qui ont été spécifiquement créés pour ces zones rurales en difficulté, afin effectivement de faire en sorte que les personnes qui pourraient être en situation de demandeur d'emploi dans ces cadres, dans ces zones géographiques-là, puissent être recrutées par les entreprises qui, en parallèle, auraient de ce fait des aides précises. Là, vous avez effectivement généralement des aides qui sont accordées sous forme d'exonération de charges sociales. Vous avez deux exemples qui sont indiqués. Le premier exemple, effectivement, c'est dans nos zones franches urbaines territoriales. On voit là la définition des zones franches urbaines. Ce sont des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés. Alors après, vous avez toute une définition de ce qu'est le particulièrement défavorisé, où on regarde effectivement le taux de chômage,
on regarde la possibilité effectivement d'avoir accès à telle ou telle structure sociale et ces zones-là seront qualifiées de ZTU. À partir du moment où une zone est qualifiée de ZTU, une entreprise qui s'implante, l'acte 1, effectivement, c'est de s'implanter dans cette zone-là. Et puis qui va embaucher, mais qui ne va pas embaucher n'importe quelle effectivement main-d'œuvre, qui va embaucher une main-d'œuvre locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une main-d'œuvre qui dépend en partie de cette ZTU, donc dont le domicile dépend de cette ZTU, va pouvoir bénéficier effectivement d'aides. Et ces aides-là, ce sont des exonérations qui seront des exonérations fiscales. Ces exonérations fiscales, au jour d'aujourd'hui, elles sont valables jusqu'au 31 décembre 2023. Fort probable qu'elles perdurent par la suite, mais en tout état de cause, en l'état du droit actuel, c'est au 31 décembre 2023. Et là également, il y a des contrôles qui sont opérés, et les contrôles qui sont opérés portent traditionnellement, non pas sur l'implantation d'entreprise, parce que ça ne pose guère de difficultés, mais là où le débat est souvent important, c'est effectivement sur la deuxième condition, l'embauche de la main-d'œuvre locale. Et donc, lorsqu'une entreprise, effectivement, va pouvoir bénéficier de ces exonérations-là. Ce qu'elle doit garder finalement dans ses dossiers, c'est les justificatifs de l'embauche de la main-d'œuvre dans cette ZTU, justement, pour pouvoir, pour pouvoir en bénéficier. Car si elle n'est pas capable de pouvoir justifier qu'elle a embauché un quota de salariés qui sont issus de cette zone géographique, il y aura, en cas de contrôle, effectivement, l'obligation de restituer les aides qui ont été bénéficiées. Alors, pour le coup, là, les exonérations fiscales, du coup, ça sera de malheureusement plus pouvoir en bénéficier. On a donc le même corollaire lorsque l'on est à la campagne, donc dans nos ZRR, où là, effectivement, dans certaines conditions, on a des exonérations de charges patronales qui sont allouées effectivement à une entreprise qui va se situer en ZRR. Là, vous voyez, on a la définition de la ZRR où on est sur des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, faible densité démographique et déclin de la population totale ou de la population active, on a les deux critères, ou une forte proportion d'emplois agricoles. Donc, on voit bien que l'on cible le monde rural, pas forcément agricole, mais avec cette particularité effectivement que l'on a de pouvoir j'allais dire, bénéficier de ces exonérations de charges lorsqu'on dépend d'un emploi, d'une zone géographique, excusez-moi, où il y a effectivement une forte proportion à l'emploi agricole, ou alors lorsque l'on est sur des déserts géographiques. Et là, dans ce cadre-là, lorsqu'à partir du moment où on a effectivement une zone qui a été qualifiée de ZRR, les exonérations de charges patronales vont pouvoir être mises en œuvre. Alors là également, vous avez des conditions d'attribution et notamment au niveau du montant qui vont être fonction de l'activité de l'entreprise, fonction de l'effectif de l'entreprise et fonction finalement également du contrat qui a été signé. Voilà en quelques mots les types d'aides que l'on peut trouver effectivement dans les zones géographiques en difficulté, mais là également, c'est une appréciation qui va se faire au cas le cas et surtout par rapport à la situation finalement géographique de l'entreprise pour voir où en est, où finalement, lorsqu'une entreprise va s'implanter dans telle zone géographique. Notamment, on pense aux ZFU, on sait que ces implantations-là sont réfléchies à la base pour pouvoir bénéficier des exonérations, mais finalement, on est plus sur une appréciation au cas le cas de l'entreprise en général, alors que sur les autres types d'aides, lorsque l'on touche finalement les personnes et les salariés, on va être sur une appréciation qui va être plus générale. En tout état de cause, et pour pouvoir effectivement finir ce webinaire, je souhaitais aborder une procédure qui est un peu particulière, mais qui va permettre à n'importe quel employeur de pouvoir finalement s'interroger, même plus que s'interroger, interroger sur la possibilité de bénéficier de telle aide à l'embauche, de telle aide à l'emploi, en fonction de sa situation, de la situation de son salarié ou de la situation, comme on va le voir, de la situation géographique. Et c'est ce qu'on appelle le rescrit aide à l'emploi. On sait effectivement que vous avez une disposition alors, qui est barbare du Code du travail, c'est l'article L5112-1-1 du Code du travail, qui vient créer ce rescrit à l'emploi. Ce rescrit à l'emploi, si on ne prend pas le Code du travail, si effectivement on vient résumer ce que c'est finalement une interrogation de l'administration
pour savoir en fonction d'une situation de fait précis. Donc, situation de l'entreprise, situation d'une personne que l'on souhaite recruter ou d'une personne qui est par exemple en situation de handicap, d'interroger l'administration pour connaître la position de l'administration sur un point. Alors, le rescrit, en général, c'est un point de la législation. Le rescrit aide à l'emploi tel qu'il est prévu effectivement par l'article L5112-1-1 du Code du travail, c'est de savoir si effectivement on peut bénéficier d'une aide à l'emploi, que ce soit sur un volet fiscal ou que ce soit sur un volet social. Et là, la procédure, elle est assez simple, puisque c'est une procédure, donc vous voyez, qui existe depuis 2009, fin 2009, donc mise en place au 1er janvier 2010, qui est une interrogation qui est faite au niveau du préfet, où vous avez un employeur qui va interroger le préfet pour savoir, en fonction effectivement d'une situation, s'il peut bénéficier de tel ou tel dispositif à l'emploi. Soit l'employeur effectivement va interroger le préfet en disant ben voilà, au vu de la situation, j'envisage de recruter telle personne, je suis dans une entreprise qui a son siège social dans telle zone géographique. Soit on interroge le préfet en disant est-ce que je peux bénéficier de telle aide, ou soit j'interroge le préfet en disant de quelle aide je pourrais bénéficier. Donc soit on cible l'aide, soit effectivement on ne cible pas l'aide, mais la demande était une demande d'information auprès du préfet. On n'a pas de modalité particulière. Le Code du travail et le décret effectivement du 29 décembre 2009 qui ont mis en place ce système de rescrit à l'emploi n'a pas prévu de modalité particulière. Donc en fait, on en revient sur les demandes que l'on applique généralement, que l'on adresse généralement à l'administration, avec l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, etc. Mais ce qui est particulièrement important, c'est qu'effectivement, lorsque l'on est dans une situation qui peut être une situation de recrutement, où on envisage de recruter et que finalement, le recrutement va clairement être diligenté par le bénéfice de telle ou telle aide. Cette démarche peut être une démarche préalable pour pouvoir avoir la position de l'administration et surtout une position qui va lier l'administration en cas de contrôle ultérieur. En cas de contrôle ultérieur, effectivement, si l'entreprise a bénéficié de telle aide à l'emploi ou de telle aide à l'embauche sur finalement validation du préfet dans le cadre d'une réponse suite à un rescrit d'aide à l'emploi, dans le cadre d'un contrôle, elle pourra venir évoquer cette réponse-là qui sera alors opposable et qui, alors que finalement, dans les conditions particulières, n'aurait pas pu en bénéficier, la réponse de l'administration vaudra finalement exonération pour la société. Sachant que, donc, comme on l'a vu précédemment, ce rescrit, donc aide à l'emploi, est spécifié pour une liste. Alors, on ne l'a pas énuméré puisque vous avez effectivement un article du Code du travail qui est précis, qui vient lister limitativement les types d'aide à l'emploi auxquels finalement on peut se poser une question et on peut venir interroger le préfet. Voilà effectivement ce que nous pouvions aborder aujourd'hui par rapport aux aides à l'emploi, aux aides à l'embauche. Je vous remercie pour votre attente. Et puis, si vous avez effectivement des questions, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Et puis, voilà, sur à la fois le bénéfice de telle ou telle aide ou la mise en place, par exemple, d'un rescrit social. En tout état de cause, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.